comment ça va? Eh ben ça va très bien. Eh ben c'est super cool là qu'on puisse se voir ce samedi matin là pour parler un petit peu d'une touche d'optimisme. Il y a quelques années, le samedi matin, ça aurait pas été trop possible, hein, mais on Ouais, vieillit. Que veux-tu? avec l'âge on s'assagit. Ouais, c'est ça. Puis le confinement aussi. Ouais, voilà, malheureusement on peut moins sortir, même si on veut, on n'a pas le droit. C'est ça. Pour commencer, est-ce que tu présenterais, pas pour ceux qui connaissent pas, à mon avis il n'y en a pas beaucoup, mais malheureusement il y en a encore, une touche d'optimisme. Il y en a encore trop, je crois. Eh ben, toujours optimisme, on a un groupe de chansons françaises, on fait nos propres compositions, même si en ce moment, on a un petit concept, je pense qu'on en reparlera, mais c'est un groupe de compositions, on sort notre 5e album, ça fait 15 ans qu'on existe, et bon, on fait vraiment de la chanson française. Les gens, ils aiment bien, parce que quand on dit chanson française, ils ont envie de nous demander genre encore plus, mais quel genre de chanson française? Et nous, on fait vraiment de la chanson française. On va puiser des inspirations chez Brel, comme chez Debout sur le Zinc. Il y a des morceaux plus rock, il y a même dans un de nos albums une partie un peu rap. Enfin, vraiment, on s'interdit rien. Moi, je trouve que c'est ça qui est cool dans la chanson française, c'est qu'on peut aller puiser plein d'influences. Et du coup, on essaie de mettre le texte un peu au centre de notre projet. Alors après, c'est réussi ou pas, ça c'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas, c'est la volonté. Donc vraiment, on est un groupe de chansons françaises. On est basé sur Montpellier, puis voilà, 5e album. On a fait à peu près 800 concerts, et puis on espère pouvoir en faire encore beaucoup. Et voilà, parce qu'en plus, 5 albums, 800 concerts en totale indépendance. Et en total, oui, on a un groupe 100%, oui, tu fais bien de le préciser, on a un groupe 100% indépendant. Enfin, allez, on va dire 98% indépendant. Il y a juste un truc qu'on gère pas trop, c'est le numérique. C'est poster, mettre nos chansons sur Deezer, Spotify et tout. Là, on passe par c'est un ami en plus. Donc nous, quand on travaille avec quelqu'un, de toute façon, c'est quelqu'un qu'on connaît, hein. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est le seul truc où on s'occupe de rien. Mais sinon, tout ce qui est réseaux sociaux, la tournée, voilà, même réserver les hôtels, répondre aux gens, envoyer les CD, faire la distribution, on fait vraiment tout, quoi. Et bien du coup, une touche d'optimisme, c'est combien de personnes? Parce qu'il y a 6 personnes officielles, je dirais, dans le groupe. Mais C'est ça, il y a 6 personnes au groupe. Et on va dire que le staff réduit, on est donc 8. Donc il y a 2 autres personnes. Il y a donc Emmanuel, que vous pouvez voir chanter d'ailleurs souvent sur notre Facebook, et qui a fait un morceau sur le nouvel album d'ailleurs, mon ami. Et du coup, c'est notre tourneuse, un peu manager, un peu tourneuse, voilà. Après, on travaille. Moi, du coup, c'est ma compagne, donc on est évidemment, on est en relation permanente pour savoir comment faire, mais on prend les décisions ensemble. Et puis c'est elle qui fait vraiment toute la partie booking. Elle fait aussi beaucoup de régie, parce que comme on fait tout seul, il faut faire beaucoup de choses. Et il y a donc Trambert, notre ingé son, mais pareil, qui est plus qu'un ingé son, parce qu'il fait beaucoup de choses. En fait, dans le groupe, on fait tous beaucoup de choses. Que vu qu'on fait tout nous-mêmes, il faut forcément avoir plusieurs cartes. Il y en a, ils font plutôt la partie informatique. Tu auras compris, parce que pour les gens qui ne savent pas, on s'est vu un peu avant le début de l'interview, et je suis une bille en informatique. Donc, je n'allais pas le dire. J'ai solutionné le problème, en tout cas. Et du coup, voilà, l'axe plus, notre batteur, il fait tout ce qui est photo et tout ce qui est clip, parce qu'il est fort en vidéo. Enfin voilà, donc on est 8. Et puis dans le sens plus large, il y a une douzaine de personnes, en fait. Voilà, des gens qui travaillent avec nous, on va dire plus au coup par coup, parce que malheureusement, on ne peut pas se permettre d'avoir une équipe de 12 personnes, mais ça serait parfait. Si on peut avoir un ingé lumière à temps plein, un attaché de presse à temps plein, on le ferait. Mais du coup, c'est des amis à nous, des gens qu'on apprécie et qui viennent travailler quand on peut, quand on peut les payer. Et juste par rapport au clip, tu dis qu'ils réalisent les clips, là, vous avez un clip là sur le dernier album là qui est entièrement dessiné? Oui, alors là, pareil, c'est donc Louis, j'en profite, Louis Huc, qui est un super musicien avant même d'être graphiste, et du coup, il fait partie de cette équipe un peu élargie. On fait appel à lui quand on peut, et puis il nous rend beaucoup de services aussi gratuitement. Et en fait, c'est ça qui est cool dans une touche d'optimisme, c'est que c'est vraiment un concept d'amitié avant tout. On travaille vraiment avec des gens qu'on aime, et j'espère qu'ils nous aiment. Du coup, ils peuvent faire des choses gratuites ou à moindre coût. Et Louis, il nous donne des coups de main pour faire des clips. Sinon, après, c'est le batteur, quand c'est des filmés, c'est des batteurs, c'est le batteur qui fait la plupart de nos clips. Et de temps en temps, quand on a un peu plus de moyens, on embauche de gens. Et donc là, c'est la copine du bassiste, Chani, qu'on embrasse, qui nous a fait le clip de chez nous, et qui, elle, est une vraie vidéaste qui fait ça dans la vie, quoi. D'accord, ok. Oui, c'est un peu compliqué, mais en fait, on associe beaucoup d'énergie et des gens qui croient dans notre projet, quoi. Non, puis c'est toujours bien, moi je pense, de travailler avec les gens proches, quoi. Ils vous connaissent bien, ils savent ce que vous voulez. Tu vas prendre je sais pas, un freelance, c'est le métier, mais il connaît pas forcément votre âme, votre esprit, donc
Tout à fait. Tout à fait. Puis moi, je préfère travailler. Bon, alors là, c'est pas le cas. Les gens qui ont travaillé sont en plus talentueux, mais à la limite, je préférais même travailler avec quelqu'un de moins talentueux, mais de vraiment investi et qui t'aime et avec qui en plus tu peux vraiment dire les choses, que travailler avec des gens. Après, il y a des gens qui s'investissent quoi qu'il arrive dans leur métier, là, bien sûr. Hein. Mais et puis bon, pour dire les choses comme elles sont, ça coûte très très cher de faire des clips vraiment pro. Hein. Ça coûte très 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 cher. Nous, on peut pas se le permettre de toute façon. Donc voilà. On fonctionne comme ça pour l'instant. Après, le but, évidemment, si un jour le groupe grossit plus, si on peut faire des trucs avec des hélicoptères, des drones, des feux d'artifice et tout, on le fera peut-être. Mais bon, même si c'est pas trop le délire. Mais passage en boucle sur MTV. C'est ça. Le rêve. Et vous êtes tous intermittents? Donc les 8 du groupe, le noyau dur, oui, on vit avec le... Bon, après, il y a des gens qui font d'autres choses à côté, mais le groupe assure l'intermittence à tout le monde. Après, les gens font des concerts en plus, voilà. Mais oui, on est tous intermittents. Pour rester d'abord sur l'album, au niveau de la composition, qui fait quoi? Toi, t'écris les paroles, tu composes un peu aussi? Pas du tout. Moi, je compose pas parce que je pourrais faire des trucs, mais ça serait pas bien. Donc, je laisse faire à des gens qui font beaucoup mieux que moi. Du coup, 99% de l'œuvre d'Une touche d'optimisme, c'est Guitou, le pianiste, voilà, qui est mon ami que j'ai rencontré en seconde et il était tellement timide que j'ai dû savoir qu'il faisait du piano à peu près en première année de fac. Il n'en parlait à personne. Et puis un jour, il s'est pointé avec une compo en me disant ouais, parce qu'on commençait à écouter La Ruquette, les Ogres, Debout sur le Zinc, les Têtes Raides, et puis on était mano solo, on était à fond dans la chanson. On découvrait vers 17-18 ans. Puis genre à 21 ans, un jour, il est venu avec une compo. Il me dit ouais, ben moi, puisqu'on aime la chanson, moi j'ai fait ça. Donc déjà, j'ai appris qui faisait du piano et qui composait des musiques, tu vois, dans la même journée. Et du coup, il m'a dit, bah, t'as qu'à écrire. Par contre, j'arrive. Alors moi, j'ai écouté, j'ai trouvé ça magnifique. Et il m'a dit, mais par contre, j'arrive pas à écrire. T'as qu'à écrire toi. Et moi, j'avais jamais écrit de texte. En plus, j'ai une formation formation, c'est un grand mot. Je suis allé jusqu'au doc de bio, quoi, que j'ai même pas eu. Donc, je n'avais même pas une formation littéraire. Mais je sais pas pourquoi, il a décelé en moi cette capacité à écrire. Et moi, ça a été une révélation. J'ai adoré ça. J'ai écrit ma première chanson. Il se trouve qu'en plus, c'est parfaitement tombé avec sa compo. J'avais écrit en alexandrin parce que ça me paraissait le truc le plus logique en fait, le plus classique. Et c'était tombé parfaitement avec sa compo. Et il m'a dit, bah, puisque tu écris, t'as qu'à chanter. Et donc à 21 ans, je me suis découvert une passion pour et le chant et l'écriture. Et donc c'est Guitou qui fait la plupart des chansons. Et là, on s'ouvre un peu plus à des nouvelles compos. Donc mon frère, qui est le guitariste, quand je vous dis que c'est une histoire d'amitié, de famille, c'est franchement absolument vrai. Parce que Guitou, c'est le frère de Nunu, la tourneuse, qui est donc ma compagne, et donc Guitou, c'est devenu mon beau-frère. Donc vraiment, quand je dis que c'est une histoire de famille, c'est une vraie histoire de famille. Et du coup, Kevin fait quelques compos maintenant, et donc il y a aussi Louis et Charles Huc, qui sont donc deux frères, qui travaillent le groupe, et ils nous font des compos de temps en temps. Et en tout cas, ça c'est marrant, et je savais pas du tout, si ton pote Guitou t'avait pas un peu incité à chanter là, enfin écrire des paroles, tu serais peut-être pas chanteur d'un groupe aujourd'hui. C'était pas une vocation, t'étais pas ado à te dire plus tard je ferai chanteur quoi. Non, pas du tout. Je pense avec le recul que j'ai toujours aimé ça, mais honnêtement, je ne suis pas du tout dans une famille de musiciens, mais genre pas du tout. Il y avait très très peu de musique, enfin... On chantait dans la voiture en fait avec ma maman, mais il n'y avait pas du tout ce truc. Enfin, mes parents jouent pas d'instruments, il n'y avait pas une culture poussée de la musique, quoi. Ils écoutaient la radio, ils écoutaient 2-3 artistes qu'ils avaient aimés dans leur jeunesse, mais vraiment il n'y avait pas ce truc. Donc oui, sans Guitou, je serais passé sûrement à côté de cette vocation, parce que par contre, effectivement, moi j'étais jeune, je comprenais pas trop le principe de la vie. Si c'était faire des études, puis avoir un boulot, enfin des études qui me plaisent pas, puis faire un boulot qui me plaît pas jusqu'à 65 ans, enfin à l'époque 62, maintenant plutôt 70, et être à la retraite, je comprenais pas le principe. Vraiment, je comprenais pas. Puis j'ai découvert la musique, du coup, grâce à Guitou et monté le groupe, et là, ma vie a vraiment pris un sens. Donc moi, Une touche d'optimisme. En fait, je suis même pas musicien, moi. Moi, je suis une touche d'optimisme. Si demain, Une touche d'optimisme devait s'arrêter pour je ne sais quelle raison, j'arrêterais la musique, en tout cas, comme je la fais maintenant, avec autant de passion, parce que moi, ce qui me passionne, c'est vraiment le groupe, quoi. Ouais, vous avez toujours la même base depuis 15 ans en plus. On a la même base depuis 15 ans, donc le clarinettiste, Camille,
qui est donc un ami de Guitou de la 4e. Moi, je les ai rencontrés en seconde. Pareil, Camille, on a su qu'il faisait de la clarinette genre à 22 ans. Quand il s'est mis à faire le groupe avec Guitou, il a dit « Ah, moi, je faisais un peu de clarinette quand j'étais jeune. » On lui a dit « viens, prends ta clarinette. » Il fait « Non, mais ça fait 10 ans que j'ai arrêté la clarinette, je sais plus en jouer. » On lui a dit « On s'en fout. » En plus, moi, je débutais dans la musique, donc je partais de zéro. Je comprenais absolument rien à ce qui se passait. Et du coup, on a dit à Camille, t'as qu'à venir, quoi. Et après, mon frère, qui lui, par contre, a vraiment une vocation, à 15 ans, on lui a mis une guitare dans les mains, et de suite, on a su que c'était ça pour lui. Et du coup, il nous a rejoint. Et donc, cette base-là n'a pas bougé en 15 ans. Et je pense, sauf accident de la vie, ne bougera plus, quoi. Au niveau des concerts, vous jouez loin? Parce que quand on a un groupe indépendant, j'imagine que c'est difficile d'aller jouer loin. C'est où le plus loin que vous avez joué? Nous, on joue loin, on joue même très souvent. C'est vrai? Ça nous est arrivé de faire des concerts dans le nord de l'Allemagne, à la frontière du Danemark. Donc après, c'est tout le génie et le talent de Nunu, notre tourneuse du coup, c'est qu'elle s'arrange pour faire... Après, c'est pas toujours possible, hein, quand on a un groupe indépendant, on peut pas imposer des dates au programmateur, on est déjà bien content qu'ils nous programment. Mais globalement, avant d'arriver en Allemagne, on joue à Lyon, puis après on joue à Strasbourg, et après on joue à Munich, et puis après on joue dans le nord de l'Allemagne. Et après, on se fait 18 heures de retour en camion le dimanche de l'enfer, là. Mais oui, je sais pas, même l'été dernier, on a réussi à jouer en Bretagne. Enfin, nous, on est de Montpellier, pour ceux je l'avais dit, je crois, au début. Donc oui, ça nous est arrivé de jouer à Lille. Après, évidemment, on va dire que 50% des dates, c'est dans le Grand Sud. Mais il y a 50% des dates à Paris, je sais pas moi, dans le Limousin ou dans le Doubs. non, nous, ça ne fait pas ça, c'est pas un souci pour nous. Et vous, la musique, c'est une part prépondérante un petit peu de vos morceaux, mais les paroles, ils jouent aussi énormément, parce que c'est, sans vouloir trop féliciter l'auteur, c'est des textes très bien écrits. Et merci. C'est pas difficile des fois de jouer devant des gens qui comprennent pas forcément les paroles quand tu joues en Allemagne par exemple? Eh ben écoute, je me suis fait une raison, d'autant plus qu'en Allemagne ou en Suisse allemande, parce que nous on joue souvent en Suisse, mais on joue pas en Suisse francophone, on joue en Suisse allemande. Ils sont très friands de notre musique et ils adorent, ils se régalent. Il y a un truc qui les touche dans notre musique. Qui est assez incroyable, que ce soit en Allemagne ou en Suisse allemande, et du coup effectivement ils ne comprennent pas les paroles. Après je pense qu'il y a des gens en France qui ne comprennent pas les paroles non plus, hein. Donc bon, est-ce que ça me change beaucoup? Je suis pas sûr, mais non, écoute, s'ils sont touchés, ils sont touchés. Puis même s'ils sont pas touchés par les paroles en elles-mêmes, je pense qu'avec la musique ils peuvent s'imaginer plein de trucs. Puis peut-être que je me dis ça pour me rassurer, mais ils ont aussi ma prestation scénique, ce que je mets comme intention. Donc et puis en anglais, même si je parle aussi bien anglais que je fais de l'informatique, Okay. all right. Du coup, je leur explique un peu le concept de la chanson. Donc non, ça me dérange pas. Après, on aurait du succès que en Allemagne, ça serait peut-être bizarre, je sais pas. Enfin, écoute, quand les gens ils aiment ta musique, de toute façon, ça fait du bien, ça nous touche, hein, donc c'est pas un souci. Et sur 800 concerts, t'as un petit truc marrant à raconter? Je pense que j'ai beaucoup de trucs marrants. En plus, pendant un moment, on a enchaîné les premières parties, mais genre des plus grosses stars françaises, quoi. Ah oui. On a fait Obispo, on a fait Florent Pagny, on a fait Christophe Mahé, on a fait De Palmas. Et du coup, c'est un monde tellement différent, tellement étrange. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'en vis pas du tout, hein. Vraiment, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais c'est pas la négation de la musique, mais c'est triste pour les gens qui adorent ces artistes. Mais les concerts, c'est des énormes machines. Genre Florent Pagny, pour lui parler, il faut demander la permission, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire comme concept, quoi. Il y a un mec devant là. Après, je veux dire, je comprends. Florent Pagny, si tout le monde pouvait aller lui parler comme on vient me parler à moi au stand, ça serait l'enfer pour Florent Pagny. Je veux dire, il y a 4000 personnes déchaînées qui veulent aller lui parler. Forcément, ils mettent des mecs devant la porte en disant, bah non, mais c'est un univers. Et du coup, on était assez jeunes en plus, donc un peu plus impressionnable peut-être qu'on le saurait maintenant. Et on savait que Florent Pagny allait arriver, quoi. On savait pas, on avait fait nos balances. Puis là, bon, je vais aux toilettes, il y a deux pissotières, quoi. Puis je vois arriver un mec assez petit, parce que Florent Pagny n'est pas grand. Puis je savais pas encore, puis qui se met à côté de moi, là, et du coup, on était tous les deux dans notre pissotière. Et là, je me tourne, je fais bonjour Florent, on est votre première partie de compte pissotière. Et là, il se tourne à il fait bon, salut, mais je te sers pas la main, hein.
J'ai fait bah non, et c'était très marrant parce que Florent Pagny est très sympa, vraiment. En dehors du fait qu'il soit exilé fiscal, il est très sympa, tu vois, en tant que personne. Voilà, c'était assez marrant, mais on a vécu des trucs. Genre, on a joué avec Nolwenn Leroy en Allemagne. Et c'est une soirée bretonne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est breton, parce qu'il y a des accents un peu celtiques dans notre musique. Du coup, on avait été pris en tant que groupe breton pour représenter la France à un festival breton, sauf que nous, on le savait pas. On est arrivé là, on a dit, ah, on est Montpellier, quoi. Je veux dire, la Bretagne, c'est râpé, quoi. Et genre, bah voilà, tu te fais des soirées avec Nolwenn Leroy, mais après, ces gens-là, ils sont tellement cadrés. Genre, on a joué avec la rue Quétanou ou avec les Fatal Picard, c'est totalement différent. On a fait des soirées de dingue à finir à 6h du matin. Ah, voilà, enfin, un truc un peu plus comme on s'imaginait. Dans le monde des Nolwenn Leroy et des Gérald de Palmas, tout est extrêmement cloisonné, voilà. Ben après, tu vois, au début de l'interview, là, tu disais, il y en a, ils nous demandent, mais quelle chanson française vous faites? Alors moi, tu me parles de chansons françaises, dans ma tête, c'est les Ogres, c'est la Ruquette, c'est Debout sur les Zinc. Mais pour plein de gens, la chanson française, c'est Morane, c'est Florent Pagny, c'est De Palmas. Ouais, mais moi j'appelle ça de la variété, par contre. Ouais, mais voilà, mais pour moi, c'est de la variété. Mais pas forcément. Ouais, mais c'est pas spécialement péjoratif par contre dans ma bouche de dire que c'est de la variété. Il y a de la très bonne variété. À mon sens, par exemple, Michel Berger, c'est de la variété française, c'est pas de la chanson, c'est de la variété, parce qu'il y a peu de codes de la chanson finalement, mais c'est de la très bonne variété. Moi j'adore Michel Berger, quoi. Mais non, la chanson française, c'est la rue Quétanou, c'est bien tout ce que tu as cité, quoi. Et actuellement, nos concurrents, c'est les jeux de la tête, c'est les petits yeux, voilà. Genre, quand on me dit Boulevard Désert, c'est de la chanson française, Boulevard Désert, c'est tout sauf de la chanson française, quoi. Je veux dire, c'est plus de l'électro que de la chanson française maintenant, Boulevard Désert, quoi. Voilà, mais après, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste que c'est pas du tout notre famille. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, beaucoup de gens, tu leur dis chanson française, bon bah oui, c'est les gens qui voient à la télé, quoi. C'est même Slimane, Vita, voilà, Vita, elle fait pas de la chanson française à un moment donné, faut juste remettre les choses dans leur contexte, quoi. Mais en soi, c'est pas grave, il en faut pour tout le monde. Après, c'est vrai que c'est mieux de savoir plus ou moins comment on classe les choses pour pouvoir parler. Enfin voilà, comme tu dis, nous on va parler de chansons françaises. De suite, on va penser même à des groupes, je sais pas, tu dois connaître des groupes plus mineurs entre guillemets. Moi, j'adore, mais genre La Tordue, voilà, ouais. des groupes comme ça. Pour moi, c'est évident, quoi. D'ailleurs, La Tordue, si vous tombez sur cette interview, je sais pas si vous êtes vous parlez encore les murs, mais reformez-vous. Il faut que je vous vois en concert, quoi. C'est tellement énorme. Un appel est lancé. Et malheureusement, quand ça le concert, parce que là c'est compliqué la période en ce moment. C'est vrai, mais comme ça ils ont l'occasion de répéter. Ouais, non, là la période elle est dramatique. Ouais. Enfin, moi je suis même plus. J'ai été en colère pendant longtemps, je pense comme beaucoup de monde. Enfin j'étais triste puis en colère, et là ça y est, je suis au stade de la résignation, donc ça reprendra quand ça reprendra. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a aucune prise là-dessus, donc on attend. Moi, je suis pas du tout musicien, mais par contre, je fais énormément de concerts. Et des fois, je me dis, pourquoi ça tarde tant? Il y a une expérience, je sais pas si tu as vu, à Barcelone, qui a été faite il y a 2 ou 3 semaines, là. Ça n'a pas du tout créé de cluster. Mais ça ne crée pas de cluster. Nous, on a joué cet été. On a réussi à faire 15 dates. Et des fois, devant 200 ou 300 personnes. Alors, c'est sûr que quand on est... je sais pas, quand on est Christophe Maé, on peut pas faire un stade de 5000 personnes. Ça, je l'entends très bien. Parce que ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, il va y avoir un goulot d'étranglement pour rentrer, ou alors il faudrait que les gens ils arrivent 10 personnes par demi-heure, il faudrait que démarrer l'entrée dans le stade à 9h du matin. Mais nous, des groupes comme nous, faire 200, 300 personnes, allez, même 500 au max, c'est possible puisqu'on l'a fait. Et les gens avaient vraiment prévu. Alors c'est assis, c'est espacé, mais au moins ça existe. Franchement, les gens étaient heureux et il n'y a eu aucun cluster, parce que comme tu le dis, il n'y a jamais eu un seul cluster dans un événement culturel. Ça n'est jamais arrivé pour l'instant. Et en Espagne aussi, ils ont fait un truc en faisant des tests, pas les tests PCR, mais les autres là, tests antigéniques, je crois, où si t'es négatif, tu rentres et puis tu fais ton concert, quoi. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui peuvent exister, mais je fais même plus de politique là-dessus. Je suis résigné. Ça reprendra un peu cet été et ça reprendra en septembre, octobre. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. On n'est pas décideur malheureusement là-dessus. Ah non, mais j'ai vu cette semaine, il y a Glastonbury, gros festival anglais, là, ils ont dit, bon, bah, encore cette année, on annule. Et a priori, il y a plein de festoches font des Hellfest, j'ai vu passer un message de Hellfest qui dit que là, ça se laisse genre encore 2-3 semaines pour décider. Mais en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que déjà un petit festival, genre un festival sur 2 jours avec des groupes
ne serait-ce que comme nous, ça prend déjà au moins 3 mois à organiser. Mm. Mais un festival comme le Hellfest ou Glastonbury, c'est d'une année. Enfin, le festival s'arrête, ils prennent 2 semaines de vacances et les mecs ils s'y remettent quoi. Ah ouais, Rien de non, monter, ça prend 3 mois. Donc, notre amie Bachelot, elle peut pas dire genre en juin. Bon, mais c'est bon, finalement, les festivals de juillet, vous pouvez avoir lieu. Ça ne veut rien dire. Mais ces gens-là, de toute façon, Roselyne Bachelot, qui, je pense, est en plus sincèrement touchée. Hein. C'est pas la personnalité politique que je préfère de ma vie, mais je sens qu'elle est vraiment touchée. Sauf qu'elle ne comprend rien, comme un peu souvent les politiciens, à la base de comment ça se passe vraiment un petit festoche, ou même un moyen festoche, ou même un gros festoche. Ils ne savent pas. Donc ils ne peuvent pas prendre les bonnes décisions. Mais à un moment donné, si on veut faire de la culture, il faut mettre quelqu'un qui vient du milieu de la culture. Roselyne Bachelot, elle est, je sais plus quoi, elle est pharmacienne, je crois, de formation. Je veux dire, notre ministre de la Culture, elle est pharmacienne. On dit ça déjà dans un livre. Les gens ils disent, bah non, un ministre de la Culture, il n'est pas pharmacien. Je veux dire. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui peuvent venir d'ailleurs et réussir. Hein. Mais globalement, pour maîtriser son sujet, il faut le connaître. Ah ouais. Bon, là, tu me rends compte à quel point je suis... Je t'avais dit que j'étais bavard, mais je ne savais pas à quel point... Non mais là tu me lances sur un truc, moi après je fais la révolution. Hein. Et bien, en tout cas, le Covid, là, ça a commencé l'année dernière. On a été confinés 2 mois et vous avez une idée super fun pour occuper vos 2 mois. Tout à fait. Et pour pas se le cacher, pour survivre aussi économiquement, c'est qu'on a lancé donc la chanson du Tipeee. En fait, le premier confinement, tout premier, j'avais fait une chanson par jour. Des chansons par contre que je connaissais, sauf que ça devait durer 30 jours et ça en a duré 65, donc j'ai dû commencer à puiser et à prendre des chansons jour après jour et ça avait beaucoup plu aux gens. Et du coup pour le deuxième confinement, on a enfin même un peu après ce confinement d'ailleurs, je crois que ça a démarré un peu avant, on a demandé aux gens en fait, en échange d'un don sur la plateforme Tipeee de 20 € minimum, ils nous disent on leur a proposé de reprendre n'importe quelle chanson en français pour 20 € minimum de dons, parce que on en a besoin pour survivre, hein, d'avoir un peu d'argent. Alors évidemment, ça remplacera jamais les concerts et tout, et puis ça donne du baume au cœur. Ça nous permet de jouer quand même et d'avoir quand même une existence sur les réseaux et d'avoir toujours ce lien avec le public. Et ça a cartonné, vraiment. Je remercie tous les gens qui participent à cette chanson du Tipeee parce qu'on en a plus de 105 ou 106 chansons. Il y en a encore 25 à faire. Donc ça a été ça a été un super succès, c'est génial, c'est une super aventure. Bah, c'est super réglo en fait ce que vous faites, parce que il y en a plein justement, ils vont appeler au don, ce que je comprends, mais vous faites il y a une contrepartie. Je vous donne une chanson, vous la faites pour moi. On voulait pas non plus juste appeler au don, parce qu'effectivement ça me paraissait un peu compliqué, mais moi ce que je trouve surtout réglo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous donnent plus que 20 € et certaines personnes qui donnent beaucoup plus que 20 €. Donc nous vraiment, je pense que vous l'avez compris, on est vraiment un groupe de gauche, mais même pas politiquement, je veux dire de manière humaniste. Nos stands par exemple, il est en prix libre. Parce que c'est pas parce que tu gagnes pas d'argent que tu n'as pas le droit d'avoir accès à la culture et que tu peux pas. Alors 20 € pour certaines personnes, malheureusement, ça reste trop. Ceci dit, ils profitent quand même des chansons des autres, parce que les chansons ils sont sur notre Facebook, donc ils ont qu'un accès. Puis les gens qui ont un peu plus, il y a des gens qui nous donnent plus parce que ça leur fait plaisir, parce qu'ils savent que nous on en a besoin, et voilà, et ça fait une moyenne. Et depuis qu'on est passé dans notre stand à nos concerts en prix libre, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le niveau moyen, le panier moyen, pour parler comme un économiste, n'a pas chuté du tout. Il est resté le même, sauf qu'il y a plus de gens qui achètent. Donc c'est même rentable en termes d'économie. Et moi je trouve ça cool, parce qu'il y a des gens, ils vont dire désolé, 3 € un album, ils sont même un peu gênés. Non, prix libre, c'est prix libre. Tu donnes 3 €, tu donnes 3 €. Il n'y a pas de jugement de valeur. Puis il y a des gens, des fois, qui viennent et qui mettent 50 € en disant ça fait super plaisir. Et donc le Tipeee, il y a un peu ce truc-là, quoi. Après, oui, il y a des gens qui pourront jamais mettre 20 € pour une chanson, et c'est comme ça, je comprends. Mais bon, il faut aussi un minimum, parce que ça reste du travail quand même. Hein. Faut pas se leurrer. Justement, alors déjà, soyez honnête, vous avez tout joué, ou il y a des petites chansons que vous avez essayé de faire changer à celui qui vous l'a demandé? Il y a une chanson que j'ai, pour dire la vérité, il y a une chanson que j'ai fait changer à une amie qui est fan du groupe depuis longtemps, Mode, que j'embrasse, parce qu'elle demande genre une chanson par mois. Donc, et en fait, c'était juste qu'elle demandait, elle voulait une chanson pour son fils. Il avait hésité entre le livre de la jungle et la chanson Hakuna Matata. Et en fait, donc il avait plutôt penché pour Hakuna Matata. Et en écoutant la chanson, je me suis rendu compte qu'il y a genre, sur 3 minutes 30, il y a 2 minutes de dialogue en fait.
en Ouais, regardant ouais. le dessin animé. Et donc je lui ai dit franchement, si tu veux qu'on te fasse Hakuna Matata, il y a un couplet, il parle, il y a un refrain, il parle, il y a un refrain. Je lui ai dit c'est pas forcément intéressant. Et comme tu m'avais proposé l'alternative du livre de la jungle, la chanson du roi Louis, est-ce qu'on peut partir sur ça? Et son fils 5-6 ans, Swan, que j'embrasse, il est tout aussi ravi. Donc non, on nous a demandé du Indochine, on a fait du Indochine, je sais pas les artistes que je porte le plus dans mon cœur, mais c'est aussi le jeu, hein. On m'a fait faire du rap, j'avais jamais rappé de ma vie. Bon, voilà, j'ai rappé, j'ai appris à rapper, c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Enfin, au-delà du jeu, c'est même super enrichissant pour vous, en fait. Totalement, c'est super. Franchement, moi, j'ai jamais autant travaillé de ma vie musicalement. À l'accordéon, j'ai hyper progressé. J'ai appris à rapper. Un copain pareil, un peu pour me piéger, il m'a demandé SOS d'intérieur en détresse de Balavoine. Bon, ben, j'ai bossé. Après, voilà. Les gens se rendent pas compte des fois des morceaux à quel point ils sont durs ou à quel point ils sont simples. Mais des fois, c'est 20 € pour un morceau comme SOS d'intérieur en détresse. Et du coup, c'est beaucoup de travail. Puis des fois, il y a quelqu'un qui nous a demandé Emmenez-moi d'Aznavour. Je la connaissais déjà. Bon ben là, tu vois, donc ça se compense quoi. Mais oui. Bon après c'est du boulot puis c'est cool ça. En plus ça nous occupe quoi, sincèrement parce que sinon les gens qui sont en télétravail ou même qui ont des enfants. Enfin moi par exemple j'ai pas d'enfants donc je suis chez moi, je fais rien, je peux aller nulle part. Bon quelque part heureusement qu'il y a la chanson du Tipeee aussi psychologiquement quoi. Et là, vous préparez également le 6 février. Alors le 6 février, toujours dans le même concept de prix libre, on va faire un concert sur Facebook en live, ouvert à tous, parce que voilà, on veut que ce soit ouvert à tous, on voulait pas faire une billetterie avec un nombre de places limité, non, c'est ouvert à tous, et vous pourrez nous faire des dons, donc sur la plateforme Tipeee, où il y aura un lien PayPal, je crois que c'est comme ça que ça se passe, qu'il n'y a pas de chapeau numérique à proprement parler sur Facebook Live, et les gens donneront ce qu'ils ont envie selon leurs moyens et leur envie. Et ce qui est cool, c'est que c'est la mairie de Montpellier qui organise des résidences pour ces artistes, pour faire vivre et les salles, et parce que on parle beaucoup des artistes, mais les artistes finalement, c'est pas nous qui souffrons le plus, parce que pour l'instant on a eu une année blanche. C'est-à-dire que l'État nous paye 1 an d'avance de salaire, donc on survit, même si on a une perte de salaire, on survit quand même. Par contre les salles, et les employés des salles, eux, ils douillent vraiment. C'est-à-dire que eux, ils doivent payer des charges fixes tous les mois, et ils ont 0 rentrée d'argent. Je veux dire, les salles de Montpellier ne peuvent pas faire une chanson du Tipeee. Je veux dire, ça. Donc ils ont rien. Et en plus, ils payent des charges. Et les aides sont pas ouf parce que, par exemple, l'Antirouille, le lieu où on va jouer, qu'on remercie d'ailleurs très chaudement, ils ont des charges fixes tous les mois. Je ne sais pas combien c'est 20, 30, 40 000 €. Il y a des salaires, il y a des loyers. C'est en centre-ville de Montpellier, ça coûte une blinde. Il y a des assurances. Donc c'est très très dur. Et donc la mairie de Montpellier, parce qu'on a eu un nouveau maire. Alors, nous, on s'engage rarement en politique, mais ce maire, monsieur Delafosse, on l'a soutenu parce que vraiment, c'est ça, pour l'instant, en tout cas, un super maire et culturellement très, très à l'écoute et qui fait déjà changer beaucoup de choses. Et donc, il a mis en place des résidences pour les artistes montpelliérains dans des salles montpelliéraines. Et du coup, on a la chance de pouvoir faire cette résidence dans une vraie salle avec des vraies lumières, avec un vrai son et tout. Ce sera vraiment cool. Et donc, ça sera en prix libre. Vous pourrez nous donner ce que vous voulez selon vos envies. Donc, c'est le 6 février et c'est à 17h30. Moi, j'y serai. Ah ben, super. J'espère qu'il y aura du monde. Voilà. Et écoute, pour finir, le site que je tiens là, c'est Alors on écoute quoi? Est-ce que tu as un petit truc à nous faire découvrir, une petite pépite, autre que la tordue, parce que ça on l'a déjà noté. À te faire découvrir. Alors moi, je suis un gros réac de la chanson. J'écoute essentiellement Brel, Brassens, Barbara, donc à découvrir. Je me tiens pas trop au courant des. Je réfléchis, hein. Je me tiens pas trop au courant des nouveautés, quoi. Après, puis c'est vrai qu'avec la chanson du Tipeee, là, à faire je sais pas combien de chansons, j'imagine que tu te focuses pas mal sur les chansons qu'on te demande. Oui, là, je suis obligé d'écouter que ça pour vraiment les apprendre. J'ai pas trop de conseils. Moi, je suis vraiment ouais, j'allais dire les classiques. J'ai oublié Renaud, mais donc dans les artistes, je sais pas. Non, mais en plus tout ce que j'écoute, on en a parlé là, donc j'ai pas plus de bons tuyaux à vous. Et écoutons ça alors. Mais allez sur Alors on écoute quoi et c'est un super site avec de très bons conseils. Exactement. Donc, allez vous renseigner là-dessus. Ça sera mieux que mes avis de vieux réac de la chanson qui écoute du Léo Ferré et du Edith Piaf en pleurant dans mon lit comme ça. Ok, c'est bon. Écoute, merci.
Evan. Eh ben, merci à toi surtout, vraiment. On se voit, enfin, on se voit pas. Moi, je te verrai le 6 février. Et longue vie et une touche d'optimisme. Et merci de donner la parole un peu plus longuement que ce qu'on a l'habitude de faire dans des interviews un peu de 2 minutes où on ne peut pas dire grand-chose.